Tribune. 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 Tribune de l'ULB. Un point de vue. Un débat. Bienvenue à cette tribune de l'ULB où nous avons le plaisir d'écouter et d'entendre pour discuter avec Marc Rézières. Alors, l'entrepreneuriat est partout. Hein. Donc aujourd'hui, il n'y a plus moyen d'y échapper. Vous ouvrez le moindre magazine, les entrepreneurs sont en couverture. C'est fantastique. Pour ceux qui ne le savent pas, l'ULB est relativement active en entrepreneuriat, dans les cours, bien entendu. Juste pour vous donner une information amusante, si vous avez une faculté comme Solvay, aujourd'hui, la première discipline choisie par les étudiants en option, c'est l'entrepreneuriat, loin devant la finance, loin devant la stratégie. Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand on a commencé les cours d'entrepreneuriat il y a 10 ans, il y avait 12 étudiants dans la salle et eux se demandaient encore ce qu'ils venaient faire là. On a développé des incubateurs pour étudiants entrepreneurs. Donc on a de plus en plus d'étudiants qui développent leurs projets pendant qu'ils sont aux études. Des incubateurs, donc on a un incubateur qui s'appelle Start Lab qui continue à aider les projets au-delà de quand l'étudiant passe à l'acte après ses études. On a des masters spécialisés en entrepreneuriat. On a des clubs d'alumni et un nombre d'alumni qui ont créé des boîtes absolument fantastiques. Alors, quand on parle comme ça d'entrepreneuriat, on a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est surtout une question de start-up. J'imagine que c'est ça que vous pensez quand on parle d'entrepreneuriat. Mais en fait, c'est une conception qui est complètement erronée. Si vous regardez simplement les offres d'emploi des grands employeurs, dans n'importe quelle société, même notamment Belfius, vous verrez partout qu'on cherche des talents entrepreneuriaux. Et puis, vous dire, tiens, qu'est-ce que viennent faire les talents entrepreneuriaux dans les grandes sociétés ? Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur ? Alors, vous savez qu'on a commencé à s'intéresser à l'entrepreneuriat il y a une trentaine d'années, notamment aux États-Unis. Et la première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur ? Est-ce qu'il y a moyen d'identifier un entrepreneur ? Est-ce qu'en se promenant dans cette salle, il y a moyen de dire Madame a un profil d'entrepreneur, oui, non, monsieur, je ne sais pas, ou l'inverse ? On a essayé sur l'âge. Est-ce qu'il y a un bon âge pour devenir entrepreneur ? Je ne sais pas si vous avez vu le film The Founder sur la création, enfin sur le développement de McDonald's. Le fondateur de McDonald's, il avait 55 ans quand il a commencé à développer McDonald's. Et avant, c'était un vendeur de machines à milkshake. Il était étonné que les frères McDonald's, qui avaient un restaurant, emploient autant de machines. Il s'est dit, tiens, c'est pas idiot comme idée. Il a développé. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui sont très très jeunes. Aux États-Unis, il y a même des bourses pour encourager les jeunes à arrêter leurs études pour démarrer une entreprise, parce qu'ils apprennent plus vite en créant une entreprise qu'en étudiant. Je ne suis pas en train de vous conseiller d'abandonner vos études. Hein. Je regarde les étudiants, s'il vous plaît, n'abandonnez pas trop vite. On a essayé sur le profil. Est-ce qu'il vaut mieux être ingénieur ? Est-ce qu'il vaut mieux être éduqué en droit ou business ? Ça n'a rien donné. On a essayé sur les familles. Est-ce que les gens qui sont nés dans des familles entrepreneuriales démarrent plus de boîtes que les autres ? Ça n'a pas marché. On a essayé sur les religions. Est-ce qu'il y a des religions ou des cultures ? Ça marche pas. Et la conclusion des 10 premières années de recherche sur l'entrepreneuriat était, en fait, c'est pas ça qui compte. C'est pas le profil. Il n'y a pas de profil entrepreneurial. C'est surtout une question d'état d'esprit et de façon d'agir. Alors ça, c'est plus intéressant, parce qu'une fois qu'on dit ça, on se dit, tiens, donc il y aurait une façon d'agir de l'entrepreneur qui est différente de celle du manager. Et donc, si vous vous retrouvez dans une société, que ce soit une toute petite start-up ou une plus grande société, c'est ce qu'il y a une différence entre un entrepreneur et un manager. À votre avis ? Réfléchissez. C'est pas si simple comme question. Et puis, quand on se pose la question d'entrepreneur et manager, on s'intéresse au CV de Marc Rézières. Et on regarde le parcours. Bon, à la base, c'est pas un profil business. C'est pas un parcours typiquement entrepreneurial. Hein, donc, l'essentiel du parcours était une carrière super intéressante. D'abord chez AXA, rejoint Belfius. Pas une entreprise facile à gérer, a priori. Hein, donc, moi, comme je disais, on discutait avant la conférence, je suis un client Belfius. Pas toujours été super confiant dans ma banque. Ça a fait des hauts et des bas. Je suis toujours client Belfius. J'ai accepté de prendre la conférence, donc ça va, tout va bien. Mais vous regardez son parcours, c'est pas forcément un parcours d'entrepreneur. Donc en fait, pour lancer cette conférence, je vais vous mettre deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce que les grandes entreprises aujourd'hui sont à la recherche de talents entrepreneuriaux ? Pourquoi est-ce qu'un jeune avec des motivations entrepreneurs irait rejoindre une société comme Belfius ? Et d'autre part, en fait, quelle est la dynamique qu'on peut mettre en place dans une grande entreprise pour que ces talents se développent ? Donc je vous pose maintenant la parole à Marc Rézières, qui a plein de choses à vous raconter.
Merci beaucoup, Monsieur Whitmer. Effectivement, lorsque j'ai reçu le titre de manager de l'année, je me suis engagé devant l'ensemble des participants à cette soirée au cours de l'année 2017 d'aller dans toutes les universités pour partager avec ceux qui le souhaitaient, merci d'être là, ma conviction que la Belgique regorge de talents et que ces talents devraient être idéalement exploités pour transformer la Belgique en une terre d'entrepreneurs. Alors venant plutôt d'un manager, et j'aimais beaucoup votre questionnement manager-entrepreneur, quelle est la différence? Ça peut paraître bizarre, mais Belfius, et je vais vous raconter l'histoire de Belfius. L'objectif, ce n'est pas Belfius en tant que tel. L'objectif, c'est l'histoire de Belfius et comment nous sommes parvenus d'une entreprise étant en situation de faillite, et j'y reviendrai, c'est une notion de faillite dans le secteur bancaire, être en 5 ans ou 6 ans de temps est devenue une entreprise extrêmement profitable, premièrement, et deuxièmement, une des entreprises au niveau du secteur financier les mieux capitalisées en termes de solvabilité et de liquidité. Et il y a une réponse à cela, c'est essentiellement une question de talent, de femmes et d'hommes. Parce que vous devez savoir qu'entre 2008 et 2011, le secteur bancaire, il sera très intéressant pour vous, étudiants, un jour à analyser ce qui s'est passé d'un point de vue comportement, d'un point de vue managériel, d'un point de vue entrepreneurial. Entre 2008 et 2011, le secteur bancaire a connu ce qu'on appelle le Black Swan, c'est-à-dire un événement qui arrive une fois durant un millénaire. À savoir que l'impossible est devenu possible. Le secteur bancaire est tombé en faillite, pas uniquement en Belgique, et je vais y revenir, ce qui a entraîné une tension extrêmement forte sur l'ensemble du monde économique mondial. Alors, les banquiers détestent parler de faillite. Un banquier, ça ne tombe pas en faillite. Il y a une certaine arrogance toujours au niveau du monde bancaire. Et donc, un banquier dit, moi, je ne suis pas tombé en faillite. Dans la vraie vie, c'est bien cela dont il s'agit. Toutes les banques américaines sont tombées en faillite. Toutes les banques italiennes étaient en faillite. Les banques françaises, vous imaginez. Toutes les banques françaises. Il ne faut jamais oublier que la Société Générale, BNP, le Crédit Agricole, étaient en faillite. Également en Hollande, ABN AMRO, ING était en faillite. Alors dans le monde bancaire, on n'utilise pas le mot faillite par le fait qu'une banque ne peut pas tomber en faillite que virtuellement, parce qu'il y a tellement d'épargne à gérer, il y a tellement d'engagement au niveau de l'économie que les États, à un moment donné, doivent intervenir. Elles doivent renforcer leur liquidité, redonner confiance aux clients et renforcer le capital. Et ça, c'est l'environnement dans lequel Belfius s'est trouvé en 2008 et 2011. La seule différence, c'est que Belfius, qui est une partie du groupe Dexia, et donc c'est du groupe Dexia dont je vais parler maintenant rapidement, est tombé en faillite non seulement en 2008, mais là, il y a toutes les banques tombées en faillite. Donc ce n'était pas un issue, puisque toutes les banques étaient dans la même situation. Par contre, en 2011, Dexia fut la seule grande entreprise dans le monde bancaire à être une nouvelle fois en faillite. Et là, ce fut vraiment un moment absolument traumatisant pour les clients, pour les collaborateurs, et puis pour le gouvernement, parce que dès l'instant où une entreprise comme Dexia tombe en faillite, et donc sa succursale ou sa filiale belge, qui s'appelait à l'époque Dexia Banque Belgique, c'est tout un pan de l'économie belge, cette banque était systémique, qui tombe en faillite. Et donc l'État belge a décidé, et là c'est également on critique souvent les hommes et les femmes politiques, pour autant, en 2011, il fallait avoir énormément de courage quand on se plaçait dans la peau de Didier Reynders, qui était un ministre des Finances à l'époque, de signer un chèque de 4 milliards d'euros pour une entreprise qu'il ne connaissait pas fondamentalement, mais qui était tellement importante pour l'économie belge qu'il n'avait d'autre choix que d'apposer sa signature en dessous d'un chèque de 4 milliards d'euros. Et donc, chapeau à Didier Reynders, vraiment, il a fait preuve d'un courage d'entrepreneur que d'engager son gouvernement, mais surtout son nom, à signer 4 milliards de débours pour l'État belge. Et qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté une entreprise qui avait de nouveau des problèmes de capitaux, qui avait de nouveau des problèmes de liquidité, qui avait des problèmes d'historique. Je ne vais pas y revenir, mais on a hérité de 70 milliards d'euros de produits qu'on ne connaissait pas bien.
On avait des problèmes de profitabilité, parce que le groupe Dexia était un groupe qui leverageait les marchés financiers, puis qui ne s'occupait absolument pas du client, et j'y reviendrai. Il y avait surtout un problème d'humain, puisque l'ensemble des collaborateurs de Belfius avaient totalement perdu confiance en eux-mêmes, avaient perdu confiance dans leur activité. Or, soutenir l'économie, quand je vais revenir, est une formidable activité, et avaient perdu l'ensemble des relations qu'ils avaient, parce qu'à l'époque, être banquier était un métier qui était extrêmement, toujours aujourd'hui d'ailleurs un peu, était extrêmement lourd à porter. Et puis, notre image était telle que les clients se posaient pas mal de questions, et donc nombreux clients quittaient la banque. Et pour une banque, c'est terrible, parce que si vous combinez l'effet entre des clients qui veulent retirer leur argent et le transférer vers une autre banque, et un problème de liquidité, eh bien vous êtes en rupture d'activité. Nous avions à l'époque, en 2011, plus de 25 milliards d'euros de déficit de liquidité. Ça signifie que sans la Banque centrale européenne, cette boîte ne pouvait plus fonctionner. Voilà, ça c'est le cadre dans lequel nous avons hérité le nouveau management de Belfius de cette entreprise. Alors pourquoi est-ce que je tenais à partager avec vous cela? Par le fait que, et je vais y revenir, nous avons développé une stratégie et des valeurs qui font que cette entreprise aujourd'hui, je vais y passer peu de temps, est une entreprise, comme je l'ai dit, extrêmement bien capitalisée, avec une forte profitabilité. Et pourquoi? Parce que nous avons reposé toute notre stratégie sur deux choses: remettre le client au centre, je vais y revenir, et avoir les meilleurs talents belges au sein de cette entreprise. Et il était fondamental d'avoir ces talents par le fait que, à cette époque, 2011-2012, puisque la crise bancaire avait provoqué un cataclysme au niveau économique mondial, le législateur a mis en place toute une série de nouvelles régulations qui, au-delà des challenges que j'ai partagés avec vous, devaient être également implémentées au sein du groupe Belfius. Alors il y avait une régulation énorme, totalement logique, puisque les banquiers avaient oublié deux choses. Ils avaient oublié que leur métier était un métier de risk management. Prêter de l'argent, c'est prendre des risques. Et les banquiers avaient complètement oublié cela. Ils étaient partis dans la mondialisation en disant « mais the sky is the limit, donc je vais pouvoir leverager mon bilan et les marchés financiers jusqu'à nos limites ». Malheureusement, ce n'était pas la bonne direction. Et deux, les banquiers avaient une telle arrogance qu'ils ont oublié qu'ils devaient aussi respecter les lois. Et donc, il y a énormément de banquiers internationaux qui ont été pénalisés de manière extrêmement forte par le fait qu'ils n'ont pas respecté les lois. Et donc, les régulations sont tombées l'une après les autres. Et au-delà des régulations, on a été confronté, vu la récession, à un contexte macroéconomique extrêmement troublant, puisque qu'ont fait les banques centrales européennes? Elles ont décidé de réduire le coût de l'argent, avec des taux que vous connaissez peut-être, qui sont historiquement bas. Nous sommes même dans un environnement de taux négatifs. Ce qui, pour l'économie, était très bien. Ce type de décision a relancé l'économie, mais pour une société de banque ou d'assurance, c'est une situation au niveau d'un environnement de taux extrêmement dramatique, puisqu'une banque et une compagnie d'assurance gagnent entre autres de l'argent à partir de la courbe des taux. Au plus elle est plate, au moins vous en gagnez, et au plus elle est basse, au moins vous en gagnez. Donc il y avait tout l'ensemble des challenges dont je vous ai parlé, et il y avait un environnement des taux très compliqué, régulatoire très compliqué, et puis un environnement macroéconomique, voire politico-économique extrêmement complexe. Rappelez-vous la crise des migrants, rappelez-vous un autre Black Swan, la faillite de la Grèce, mais on aurait très bien pu parler de la faillite de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie. Il y a eu il y a quelques mois l'élection de Donald Trump, qui n'était quand même pas obligatoirement entendue. Il y a eu le Brexit. Il y a eu l'ensemble des atermoiements de la Banque centrale européenne et encore plutôt de la Commission européenne. Et donc c'était un environnement extrêmement challenging. Et si on y ajoute la disruption liée au digital, vous comprenez que la situation, elle était extrêmement compliquée. D'ailleurs, je crois que si j'avais été conscient en 2012 de cette situation, jamais je n'aurais décidé de rejoindre Belfius. Moi, je voulais donner du sens, un peu plus de sens à ma vie professionnelle, au-delà de travailler dans une entreprise où seul le cours de bourse était important. Mais quand on voyait la situation de cette entreprise, pour laquelle, je le répète, l'État avait payé 4 milliards d'euros, c'était dramatique.
Alors, est-ce que nous avons été exceptionnels pour résoudre cette situation que je dis dramatique? Bien, je ne le crois pas. En fait, ce que nous avons fait, nous avons appliqué ce que toute entreprise doit faire, ce que tout entrepreneur doit faire, à savoir avoir une vision stratégique, avoir des valeurs, j'y reviendrai, et avoir les meilleurs. Et elle me dit, mais comment est-ce possible d'attirer de très bonnes personnes dès l'instant où on est dans une situation telle que celle-là? Je vais y revenir. Alors la stratégie, est-ce qu'elle était compliquée, la stratégie telle que nous l'avons définie? Et ça, c'est un point important par rapport à vous, si vous souhaitez développer votre entreprise, si vous êtes dans une entreprise ou si vous voulez rejoindre une entreprise. C'est d'être bien certain que deux choses existent, une stratégie et des valeurs. Et souvent, les entreprises ou les startups parlent de stratégie sans en avoir et surtout parlent de valeurs sans en avoir. Et c'est exactement ce qui a fait le succès de Belfius. C'est une stratégie claire de laquelle on ne dévie pas, par rapport à laquelle on recrute ou on garde et on donne confiance aux meilleurs, sont les valeurs. Et surtout, on ne dévie pas ces stratégies. Et notre stratégie, elle a été définie en 2013-2014 de manière extrêmement simple. Un, nous sommes un banque-assureur. Et donc, il faut avoir un environnement d'activité bien défini, en tout cas pendant quelques années. Moi qui avais travaillé dans une entreprise internationale qui avait fait l'ensemble des pays quasiment au niveau mondial, je me suis rendu compte combien la Belgique avait de talent. Mais quand vous êtes belge, vous êtes tellement modeste que vous ne vous rendez pas compte de cela. Et donc nous avons mis en avant le fait que toutes les décisions, toutes les activités devaient être centralisées en Belgique. Troisième élément, on a décidé comme une banque, et c'est comme ça qu'on a redonné du sens à notre activité, nous sommes positionnés sur tous les secteurs de l'économie belge, à savoir le particulier, évidemment, mais les indépendants, les petites entreprises, les grandes entreprises belges, le secteur public et le secteur social. Historiquement, Belfius était très présent sur le secteur public et le secteur social. Nous avons diversifié. Pourquoi? Pour avoir une stratégie qui était, d'un point de vue communication en interne et en externe, facile à comprendre. On soutient toute l'économie belge. Et c'est pour ça que dans ce type de journaux maintenant, vous voyez très régulièrement Belfius apparaître avec un positionnement extrêmement fort sur les entrepreneurs, sur le corporate. Deux points fondamentaux qui ont engendré un effet extrêmement dynamique dans l'entreprise. On a beau être un banque-assureur, on a beau avoir un decision center en Belgique, on veut soutenir toute l'économie belge, mais notre stratégie, c'est quoi? Elle était extrêmement simple, la stratégie. C'est comme à l'époque, mais on l'a décidé sans comparaison avec Facebook. Facebook, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça. Et donc, on a remis la notion de satisfaction client, mais vraiment au cœur de notre stratégie. Pas pour faire joli dans un slide ou dans une présentation, vraiment pour embarquer l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des agents vis-à-vis de cette satisfaction client. Et ça a eu un effet extrêmement intéressant. Au début, personne ne croyait que ces stratégies étaient efficaces et relevantes. Personne dans l'entreprise. Ce n'est que dès l'instant où on a décidé d'interdire l'usage de la notion de client en interne, dès l'instant où nous avons supprimé tous les budgets pour lesquels le propriétaire du budget ne pouvait expliquer dans quelle mesure son budget contribue à la satisfaction du client, où l'ensemble des collaborateurs de Belfius ont commencé à me prendre au sérieux. Et quand je parle client, c'est bien le client final. Si vous entrez ou si vous travaillez déjà dans une grande entreprise, vous entendrez parler plein de fois de clients internes. Le département IT a habituellement une tendance à dire « oui, mais clients internes ». Clients internes, c'est des lignes de métier, c'est des lignes de production. Je ne vais plus entendre parler de ça. Les départements ressources humaines parlent de ses clients. Ah, mais mes clients dépassent. Je dis, OK, on arrête de parler de clients, c'est du bullshit de consultant. Il y a un seul client, c'est le client qui nous fait confiance, qui met son épargne chez nous ou qui nous demande son crédit. C'est ça le client, c'est le client final. Et il était interdit, il est toujours interdit d'ailleurs. Je n'accepte pas au sein de Belfius qu'on parle d'un client interne. Premier élément. Et est-ce que mettre la satisfaction du client au cœur d'une stratégie, et c'est vrai pour tout métier,
dans celui que vous faites, que vous ferez. Si vous êtes entrepreneur, mettez le client au centre de votre focalisation. Est-ce que le fait de satisfaire le client génère plus de coûts que du contraire? Parce que vous allez avoir le courage de supprimer tous les autres coûts. Vous savez, une entreprise comme Belfius, elle était en faillite, je vous l'ai dit. Malgré ça, on dépensait quasiment 40 millions d'euros en sponsoring de tout genre. On sponsorisait la Belgique entière sans plus savoir pourquoi on sponsorisait les événements. Et dès l'instant où vous coupez tout cela, on vous prend très au sérieux. Et c'est ça, le succès de Belfius. C'est une des raisons du succès de Belfius. C'est une stratégie extrêmement claire qui a remis le client au centre dans le cadre d'une stratégie de support à l'économie belge. Avec un point important qui est l'engagement sociétal qu'on prend. On a supprimé tous les budgets quasiment de sponsoring. On a évidemment un legacy, il faut respecter les signatures qui ont été faites précédemment. C'est qu'on a souhaité rendre à la société, avec beaucoup d'engagement, ce qu'elle nous avait donné, puisque les 10 000 collaborateurs de Belfius ont gardé leur job par le fait que l'État, c'est-à-dire vous, l'ensemble des citoyens belges, ont accepté de mettre 4 milliards sur la table. Et on s'est dit, OK, on va devenir des partenaires d'actions fortes vis-à-vis de cibles particulières. En Flandre, on est le partenaire unique des randonneuses. Et dans quelques jours, c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui, vous entendrez que de nouveau, pour la 4e année consécutive, Belfius est le partenaire principal de Viva for Life. Nous sommes extrêmement présents dans les Special Olympics parce que nous estimons que les plus faibles ou ceux qui ont eu moins de chance d'un point de vue handicap, il est nécessaire qu'on les aide. Et donc ça, c'est le positionnement de Belfius en 2013-2014 que j'ai eu la chance d'être nommé patron du groupe. C'est un des piliers de la réussite d'une entreprise, c'est un des piliers de la réussite d'un entrepreneur. Et puis deux, il y a les valeurs. Non, je ne vais pas parler des résultats chiffrés, je pourrais y revenir, ce n'est pas ça le plus important. Retenez simplement que d'une société de faillite, nous sommes, comme je l'ai dit, arrivés à une situation où Belfius est reconnu comme étant une des banques les mieux capitalisées. L'assureur, sa mission, nous terminerons à plus de 275% de ratio de solvabilité au niveau de l'assurance, c'est-à-dire si pas le meilleur ratio de solvabilité. On a un return on equity au-delà de 9,5%. Ce sont autant d'éléments qui montrent que la stratégie a performé. Vous pouvez avoir une stratégie sans résultat, ça ne marche pas non plus. Mais dès l'instant où vous lisez nos stratégies, elle est, je crois, simple, assez claire, et on s'y tient à cette stratégie. Mais vous allez me dire, mais les autres banquiers ou les autres assureurs ont la même stratégie, et vous avez raison. Je crois qu'on a un focus extrêmement important, et surtout, nous tenions, au niveau du management de Belfius, d'exécuter cette stratégie avec un propre style. Et c'est ce qu'on appelle les valeurs. Je vais m'arrêter sur 3 ou 4 de ces valeurs. Le customer satisfaction, je vous en ai parlé, c'est la transparence. C'est très compliqué d'être transparent, très très compliqué. Parce que vous avez de temps à autre des informations confidentielles. Vous avez des choses que vous n'avez pas envie de dire parce que c'est compliqué de dire les choses à 10 000 collaborateurs. Et pourtant, dès 2013, nous avons pris un engagement d'être transparent. C'est-à-dire que ce que je vous dis aujourd'hui, ici, eh bien, je dis la même chose à l'intérieur. Donc, chaque fois que je prends la parole dans la presse, et ça m'arrive, eh bien, aucun des collaborateurs de Belfius n'est étonné par le discours que je tiens à la presse. Parce que qui lit la presse lorsque vous adressez en tant que responsable d'une entreprise? C'est vos collaborateurs, évidemment. Et s'ils voient que vous n'êtes pas cohérent ou transparent, vous n'aurez pu mettre cohérence entre ce que vous dites à l'intérieur et ce que vous dites à l'extérieur, eh bien, ça ne marche pas. Votre entreprise commence à avoir des doutes par rapport à votre management. Mais c'était vrai aussi durant la période très compliquée, 2013, nous avons expliqué aux collaborateurs de Belfius ce qui était très bien chez Belfius et ce qui devait être absolument amélioré au sein de Belfius. Et j'ai toujours été très transparent, du moins je le crois, sur la situation financière de Belfius. Premier élément. Deuxième élément, c'est le challenging. Lorsque vous venez de l'extérieur, je venais de l'extérieur dans une entreprise, l'entreprise comme Belfius, qui avait passé 2 périodes très compliquées en termes de survie économique, n'est plus consciente de ses qualités. Et moi, c'est vraiment une grande conviction,
je crois que dans tout être humain, donc en vous également, il y a plus que ce que vous croyez. Je crois que la Belgique, en tout cas certainement Bruxelles et la Wallonie, souffrent du fait que les jeunes, et les moins jeunes, ne sont pas suffisamment conscients de leur qualité. Et personne ne les pousse à aller plus que ce qu'ils n'y croient. Lorsque je suis arrivé chez Belfius, la pire des choses que je trouvais, c'est que les collaborateurs de Belfius n'avaient plus confiance en eux-mêmes. Et j'ai développé une énergie considérable avec mes proches collaborateurs pour rendre cette confiance aux collaborateurs. C'est ce qu'on a appelé le challenging. On challengeait les gens par rapport à leurs compétences, leur esprit. Alors j'ai fait plein d'erreurs dans le challenging, parce que vous pouvez challenger les gens, et ça c'est une petite recommandation que je vous fais, mais la manière avec laquelle vous les challengez est fondamentale. Parce que quand vous challengez quelqu'un, il faut que la personne comprenne que vous challengez pour le faire grandir, plutôt que le challenger en tant qu'individu. Et moi j'ai fait plein d'erreurs, je les regrette toujours aujourd'hui. Parce que quand un collaborateur venait présenter un dossier en comité de direction, je le challengeais. Et les collègues du comité de direction challengeaient cette personne. Et l'individu, femme ou homme, retournait à son bureau ou chez eux en disant « Mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont agressé ?» Et il y avait une confusion entre agresser ou challenger le dossier et challenger la personne. Donc ce ne fut pas facile d'instaurer ce type de valeur. La pire des choses eût été, comme on voyait qu'au cours des premiers mois, ça ne marchait pas, où on avait beaucoup de résistance, c'est de supprimer cette valeur. Or, je pars du principe que, et c'est vrai dans l'enseignement, c'est vrai dans les grandes entreprises, c'est vrai si vous lancez votre entreprise, il faut se challenger de manière mutuelle. La manière, il faut y faire attention. Avant-dernière valeur fondamentale, c'est l'entrepreneuriat. Vous allez me dire, mais une banque, ça n'a pas besoin d'entrepreneurs. Que du contraire. Tous nos agents sont des indépendants, nos agents bancaires. Et donc, ce sont des entrepreneurs. Sans eux, eh bien, tous nos clients nous auraient quittés. Vous imaginez une banque 2 fois en faillite, qui a l'argent, qui doit normalement protéger l'épargne des Belges, tombe 2 fois en faillite. Et expliquer que grâce à l'État, Belfius étant devenu une entreprise dont l'action est à 100% État, ça avait une grande valeur de sécurité, c'était extrêmement compliqué. Et donc, il y a de l'entrepreneuriat. Nous sommes aujourd'hui la banque dont l'application mobile est reconnue comme la meilleure au niveau mondial. C'est étonnant. Une entreprise belge. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Accenture et McKinsey qui analysent au niveau mondial les meilleures applications mobile. Ça, c'est l'entrepreneuriat. C'est une équipe de jeunes de Belfius qui, en 2014, sont venus nous trouver au niveau du comité de direction. Ils nous ont dit, voilà, on croit que ceci va révolutionner la banque. Alors, vous imaginez, moi j'ai plus de 50 ans, j'avais déjà plus de 50 ans en 2014, et quelqu'un, moi j'ai déjà du mal à bien comprendre comment ça fonctionne. Et il y avait une banque de jeunes, comme ça, avec un patron très charismatique qui est venu nous trouver en disant, on a besoin de 30 millions d'euros parce qu'on croit que ça va révolutionner le monde de la banque. Moi, j'y croyais pas du tout, donc c'est pas mon mérite. Hein. Mon seul mérite, c'est d'avoir à un moment donné dire, Banco, vous avez vos 30 millions d'euros. Et ça, c'est de l'entrepreneuriat. Il fallait être particulièrement courageux dans une entreprise qui connaissait les difficultés que je vous ai expliquées. Ce groupe de jeunes entrepreneurs, et moins jeunes d'ailleurs, qui sont venus nous dire, on va révolutionner, à côté du fait de cleaner la banque et la combinaison, il nous faut des projets moteurs. Le digital va transformer notre activité. Aujourd'hui, ça paraît évident. Mais si nous sommes leaders mondiaux aujourd'hui, aujourd'hui, c'est grâce à cette jeune équipe qui, en 2014, nous a dit qu'il faut investir d'abord sur le mobile. Si nous n'avions pas eu cette équipe d'entrepreneurs, jamais l'image de Belfius ne serait aussi bonne aujourd'hui. Parce que dès l'instant où vous faites confiance à des jeunes entrepreneurs et des moins jeunes entrepreneurs, les gens se parlent, les médias sociaux fonctionnent. Et donc aujourd'hui, nous n'avons aucune difficulté à continuer à recruter au niveau du secteur de la bancarisation parmi les meilleurs. Parce que vous comprenez bien, et je vais y revenir, si nous sommes les meilleurs au niveau de l'application mobile, c'est parce qu'il y a des femmes et des hommes qui développent nos applications. Et ça, c'est le sentiment d'entrepreneurship. Et enfin, la dernière valeur, c'est l'authenticité. Je crois que
la pire des choses, et je vous parle d'expérience, qui puisse se passer dans une grande entreprise, c'est que tous les collaborateurs ne rêvent que d'une chose, c'est de ressembler au CEO. Moi, j'ai vu ça dans ma vraie vie. J'ai vu à un moment donné qu'une entreprise pouvait avoir une tendance à n'avoir plus que des profils qui correspondent à celui du CEO. C'est la pire des choses. Parce qu'à ce moment-là, le CEO devient omnipotent et plus personne n'ose le contrecarrer. Plus personne n'ose le challenger. Ce n'est même pas une question qu'ils n'osent plus puisqu'ils sont semblables. Et c'est ce qui a conduit le secteur bancaire et le secteur de l'assurance, by the way, dans une situation financière extrêmement dramatique. Donc, lorsque vous lancerez votre entreprise, lorsque vous recruterez vos premiers collaborateurs, veillez à ce qu'ils soient différents de vous. Et si vous rejoignez un grand groupe ou un groupe moyen, veillez bien à ce que les valeurs telles que tout le monde a des valeurs. Mais c'est très compliqué d'appliquer les valeurs dans la vraie vie. Très, très compliqué. Et ces deux piliers sont la source du succès de Belfius. Il n'y en a pas d'autres. C'est une stratégie, ce sont des valeurs, et c'est le respect de ces valeurs. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a commis plein d'erreurs dans la manière avec laquelle nous exprimions, nous vivions nos valeurs. Il faut les reconnaître, ces erreurs, et puis il faut continuer à maintenir ces valeurs bien présentes au niveau de notre entreprise. Ou sinon, vous perdez la confiance de vos collaborateurs. Alors, il y a des moments très stressants. Mais dès l'instant où vos collaborateurs voient que vous maintenez un cap, ils vous rejoignent. C'est comme ça. Et c'est pour ça que, quand je regarde le futur, tout le monde parle de la disruption au niveau du monde bancaire. Tout le monde parle de la disruption partout, dans toutes les activités. Tout le monde doit revoir son business model. Pourquoi est-ce que j'ai une grande confiance dans la capacité de Belfius à relever l'ensemble des challenges ? Parce que justement, nous avons créé une culture qui fait que l'entrepreneuriat, l'anticipation est présente. Ce sera toujours quelque chose entre l'humain et le digital. Vous savez, en 2015, la boîte Belfius allait beaucoup mieux. Et alors, de nouveaux consultants sont venus me trouver en disant, vous savez, OK, vous survivez, même mieux que ce que vous avez prévu, mais dès 2017, 2018, vous allez être disrupté par les fintechs. Alors c'est très troublant. Moi j'étais très heureux, la banque allait bien, on commençait à lancer nos applications smartphone, et donc tout allait bien. Et les consultants, McKinsey, BCG, Bain, sont venus me trouver en disant mais tu vas être disrupté. Et je ne comprenais pas à un moment donné, parce que tout marchait bien, commençait à bien marcher. Et donc on a pris 200 cadres des entreprises et nous avons visité New York, la Silicon Valley, Shanghai, Hong Kong, Tokyo. Donc on avait créé de la valeur et j'ai pris une partie de ces valeurs. C'était un investissement extrêmement important, puisque plus de 220 collaborateurs, je crois, aujourd'hui, ont fait ces trips au travers le monde. Alors pourquoi pas que la direction? Parce que je voulais qu'il y ait un esprit dans cette entreprise qui soit tel que tout le monde partage les mêmes convictions. Nous sommes revenus avec 3 convictions. La première, puisqu'on allait surtout analyser notre secteur, et je vais prendre l'exemple des banques américaines, mais qu'est-ce qu'elles sont mauvaises? Non, elles sont très mauvaises. Elles sont tellement mauvaises que vous comprenez que des fintechs essayent de disrupter le marché. Vous savez, pour ouvrir un compte aux États-Unis, il faut entre 3 et 4 semaines. La même chose à Londres, d'ailleurs. Ouvrez un compte à Londres, ça vous prendra 3 à 4 semaines. Avec cette application, en 5 minutes, vous avez ouvert votre compte bancaire, vous avez même un compte d'épargne, et si vous le voulez, une carte de crédit qui vous arrive le lendemain. Et on ne se rendait pas compte en Belgique moi je ne me rendais pas compte, combien les banques américaines étaient mauvaises. Deuxième élément, qu'est-ce que nos ingénieurs sont bons? Mais si vous n'allez pas en Asie, si vous n'allez pas aux États-Unis, si vous n'allez pas en Europe du Nord, vous ne vous rendez pas compte de la qualité des ingénieurs que nous avons. Et globalement, la qualité de notre enseignement. Alors, je sais qu'il y a énormément de commentaires sur les études PISA. Je ne suis pas un spécialiste. Ce que je crois, et dont je suis certain, c'est que la variance entre les écoles est extrêmement grande. Et donc, dès l'instant où vous choisissez une bonne université et solvez en études, vous êtes à un très haut niveau de compétences. Et 3, qu'est-ce que nous sommes trop modestes? Les Américains qui sont donc dans notre secteur beaucoup moins bons que nous
ont des ingénieurs qui n'ont pas notre qualité d'ingénieur, parviennent à créer une dynamique interne qui pousse les gens à être meilleurs. Et lorsqu'ils développent un produit, lorsqu'ils développent un service, eh bien, ce qu'ils font, ils pensent qu'ils ont 1 milliard de clients à conquérir, et pas les 300 millions d'Américains qui vivent aux États-Unis. Et ça a totalement changé notre attitude. On est revenu en Belgique avec une grande confiance dans nos moyens. On s'est dit, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas ce réflexe de penser big? Et c'est pour ça que vous avez la Digital Disruption et The Studio. Donc, quand nous sommes revenus en Belgique, nous avons créé notre propre FinTech. Nous avons calé l'ensemble de nos développements digitaux, l'ensemble des développements digitaux faits par les ingénieurs belges, par les informaticiens belges, ont été placés, donc sortis de nos systèmes, et on en a fait des produits. Et aujourd'hui, il y a une équipe au niveau de Belfus qui essaye, avec succès d'ailleurs, de vendre nos applications digitales au travers du monde. Et c'est pour ça que j'ai une telle confiance, une quasiment inébranlable confiance, que Belfus sera un des disrupteurs au niveau du marché. Je vais en rester là en vous demandant de retenir 3 éléments. 1, nous avons énormément de talent, donc vous êtes talentueux, plus que vous ne croyez. 2e élément, quand vous développez votre business model, ou quand vous rejoignez une entreprise, veillez bien à ce qu'il y ait 2 choses. Une stratégie et des valeurs, une stratégie qui soit vraiment appliquée et des valeurs qui soient réellement le cœur de cette entreprise. Et 3e élément, restez vous-même surtout. Essayez d'apporter à votre entreprise ce que vous êtes et n'essayez pas de ressembler à un seul profil. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci beaucoup. Je crois que maintenant, il y a un petit jeu, parce que c'est toujours difficile à vous faire poser la première question. Merci. Alors, on va vous demander de prendre votre smartphone et de rejoindre une adresse Internet. Voilà. Donc, sortez votre iPhone, votre smartphone, et on va vous montrer dans un instant 3 mini-films très très courts qui vont chacun évoquer un thème, et on va vous demander de voter pour un des 3 thèmes que vous allez voir, et le thème que vous allez choisir sera abordé par Marc Rézière. Une petite remarque, les collaborateurs qui vont prendre la parole font partie de ce qu'on a appelé un programme Young Pro. Donc ce sont des jeunes qui ont terminé leurs études, qui les ont réunis de manière très correcte, mais qui ont quelque chose d'autre. Ils ont fait dans leur vie quelque chose de différent. Et on en a fait une communauté, et pendant 2 ans, ils font, de 6 mois en 6 mois, ils vivent une expérience au sein de la banque. Et dans 2 ans, eh bien, ils pourront choisir leur activité au sein de Belfus. C'est toi qui le lances ? Il y a une dizaine d'années, quand j'organisais mon voyage de réto, je suis passée par l'intermédiaire d'une agence de voyage. Aujourd'hui, quand j'organise des vacances, je n'utilise plus qu'Internet, pour comparer d'une part, et puis pour effectuer la réservation. Je n'ai donc plus besoin des agences de voyage. Il y a 10 ans, quand j'avais besoin de nouveaux vêtements, et croyez-moi, ça m'arrive souvent, j'allais promener tout mon samedi rue Neuve. Aujourd'hui, j'achète plus de la moitié de ma garde-robe via mon smartphone. Je n'ai donc plus besoin des magasins. Alors, dites-moi, est-ce que vous pensez vraiment que notre génération va encore avoir besoin d'une banque d'ici 5 ans ? Il est prudent d'être audacieux, un adage qui n'est pas encore suffisamment ancré dans notre culture. Nous avons trop peur de l'échec, alors qu'il devait être vu comme un enseignement. Nombre d'entrepreneurs à succès ont connu des échecs qui leur ont permis de mieux rebondir. Quelles sont les principales qualités d'un entrepreneur, selon vous ? J'ai un cousin de 16 ans qui me dit depuis ses 4 ans que plus tard, il sera dentiste. Alors, personnellement, j'ai changé d'avis une dizaine de fois. Professeur, actrice de cinéma, médecin, avocate, fleuriste, et puis seulement financière. Alors Marc, à quel âge as-tu décidé de te lancer dans la finance ? Te voyais-tu un jour manager de l'année quand tu étais petit ? Et là, c'est le vote, c'est ça ? Voilà.
Bien, les fintech. Ou les jeunes. Les fintech. Alors c'est toujours intéressant de constater combien cette disruption interpelle les jeunes étudiants, voire des moins jeunes d'ailleurs. Le monde de la banque, comme toute activité, est en phase de transformation. Pas parce qu'il faut être transformé, parce que les activités ne sont pas à niveau. Le succès d'Uber, ce n'est pas parce que Uber est formidable. Oui, évidemment, Uber est génial, mais c'est parce que les taxis assurent un service absolument dramatique. Booking.com a eu un succès absolument formidable par le fait que les hôtels ont oublié que le digital devait leur permettre de se vendre beaucoup mieux à leurs clients. Et la banque, c'est la même chose. C'est la même chose. Si nous ne nous adoptons pas, eh bien, nous nous ferons disrupter. Alors, dans le métier de la banque, il y a différentes activités. Ce qu'on appelle le corporate banking, vous octroyez surtout des crédits à des entrepreneurs ou à des grandes entreprises. Et je crois toujours que la relation et la connaissance du dirigeant de cette entreprise ou du jeune entrepreneur est absolument fondamentale. Vous devez croire dans le projet qui sera porté par l'équipe de direction ou par l'entrepreneur. Et là, l'aspect humain reste absolument fondamental. Donc, si vous lancez votre start-up, plus que les chiffres qui seront présents sur votre business plan, un business plan est absolument fondamental, ce sera votre capacité à vous vendre. Et rappelez-vous, il y a plus en vous que ce que vous croyez. Et donc, sur cette activité de corporate et de business banking, je crois que l'être humain va toujours garder une place absolument fondamentale. Par contre, sur toutes les activités dites plutôt du retail, sans valeur ajoutée, comme les transferts entre compte et compte, lorsque les paiements, certains achats de produits sans valeur ajoutée, tout sera, dans 5 ans, se fera au travers d'un smartphone ou d'un device. Tout, je le crois. Parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à l'être humain. Par contre, sur des activités que nous ne faisons pas encore aujourd'hui de manière extrêmement correcte, comme le conseil en investissement, comme la gestion de la retraite, vous êtes trop jeune, sans doute pour la plupart d'entre vous, pour réfléchir à votre retraite, comme le fait de bien accompagner nos clients lorsqu'ils achètent un bien immobilier. Trop souvent aujourd'hui, la manière avec laquelle nos agents bancaires accompagnent leurs clients lors de demande de vérité n'est pas suffisamment proactive et pas suffisamment professionnelle. Et je crois qu'il va y avoir une transformation de la manière avec laquelle les relations sont gérées vis-à-vis du client particulier. C'est qu'il y a une proactivité nettement plus grande et un conseil nettement meilleur. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Je veux dire, le monde financier est devenu tellement complexe que croire qu'un avocat, un médecin ou un dentiste est capable, s'il n'est pas passionné par cela, par comprendre l'ensemble dans l'environnement macroéconomique, lui-même, c'est une erreur, croire ça. Par contre, qu'un agent n'ait pas les qualités suffisantes pour guider et diversifier l'investissement ou la manière dont un particulier gère son épargne, ça, c'est plus acceptable. Et donc, il y aura, dans les 5 prochaines années, il y aura une transformation, mais formidable. J'espère toujours que dans 5 ans ou dans 10 ans, il n'y aura même plus de cash. Parce que ce sera absolument inutile d'avoir du cash. Et les cartes auront en grande partie disparu, parce que eh bien, tout sera ici. Est-ce que ce sera demain? Je ne crois pas. Vraisemblablement dans les grandes villes, mais après, il y a des endroits qui sont moins atteignables aussi rapidement. Et puis, il y a l'habitude des gens qui font que le smartphone ne remplacera pas du jour au lendemain les cartes. Mais vous verrez de plus en plus, dans 5 ans, dans 10 ans, tout sera terminé. Je reviens d'une semaine à Shanghai pour vous dire, et sans doute est-ce que vous avez eu cette expérience, en Chine, il n'y avait pas de banque suffisamment efficace que pour pouvoir développer ce que nous avons ici, des cartes ou des ATM, des distributeurs. Et donc tout ça n'existe pas. Il y a essentiellement un smartphone qui existe, avec une société qui a tout compris à l'époque, en Chine, qui est Alipay et Alibaba. Ils ont tout compris puisqu'ils ont créé un écosystème qui fait que leur système, l'utilisation de leur système est obligatoire pour payer. Moi, j'ai voulu à un moment donné acheter un café, c'était un Starbucks, dont vous imaginez, à Shanghai, et je n'ai pas pu le prendre parce que je n'avais soit une carte de crédit, soit du cash.
Seul problème, c'est que le Starbucks n'acceptait ni l'un ni l'autre, il fallait un device. Et je crois qu'on va tendre vers ce type de comportement. Apple, Nike, Leff, derrière toutes ces marques et bien d'autres, se cachent des entreprises fortes qui travaillent tous les jours à leur branding. Cela permet de créer de la proximité avec le client ainsi qu'un sentiment de confiance. Le branding, la marque, c'est la capacité d'une entreprise à externaliser ses principes et ses engagements de sorte à impliquer le client. Belfus va-t-elle selon vous assez loin dans son branding? Sommes-nous une marque forte? Et si oui, quelles en sont les caractéristiques? Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le monde bancaire, je m'occupais des crédits hypothécaires et des assurances de nos clients. L'un d'eux m'a alors dit au terme d'un dossier, et pensant me faire un compliment, « Vous n'avez pas la tête d'un banquier, mademoiselle. Alors dites-moi, à quoi ressemble un banquier d'aujourd'hui? Et d'où vient cette expression « Les banquiers sont des requins, les assureurs sont des voleurs » J'ai l'impression qu'actuellement, la croissance de Belfus est construite sur une base saine. La salle de marché sert uniquement à aider les clients et couvrir les risques, et non plus à faire du return. Est-ce que le trading en salle de marché est-il un vestige du passé? À vous de jouer. Et ça marche, hein? La marque. Pour la petite histoire, la dame qui a pris la parole, qui est une de ces jeunes étudiantes recrutées, Julie, elle doit avoir maintenant 26 ans, 27 ans. Et ça vous montre quand même la culture dans laquelle on essaye de vivre au sein de Belfus, va reprendre la responsabilité de la marque Belfus. Elle est méga jeune pourtant. Mais on croit qu'elle a un esprit d'entrepreneurship, d'entrepreneuriat de grande qualité. Ça vous montre que l'âge n'a aucune importance aujourd'hui. Et la marque est absolument fondamentale. Aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. La marque, c'est quoi? C'est l'identité, c'est votre prénom, c'est votre nom. Et donc, lorsqu'on dit Belfus, ça doit, dans l'esprit des clients, exprimer quelque chose. Le plus bel exemple aujourd'hui, c'est ça. Je veux dire, cette pomme, et on dépense un fric fou pour s'offrir un smartphone. Parce que le produit est formidable, l'expérience client est formidable, et parce qu'il y a une puissance de la marque. Belfus doit respirer une nouvelle culture bancaire, la confiance des clients et une proximité vis-à-vis des clients. Et une capacité d'innovation. Ça, c'est le rêve. Et si c'est comme ça, ça veut dire que nos clients seront satisfaits. Vous savez, la marque, c'est ce qui fait qu'on est capable de recruter aujourd'hui les meilleurs en Belgique, alors qu'il y a 4 ans, personne ne voulait travailler chez Belfus. C'est notre capacité, en tout cas la patronne du marketing, à avoir fait de la marque Belfus quelque chose qui représentait dans l'esprit de nos collaborateurs, l'esprit des agents bancaires, de nos clients, quelque chose qui avait une certaine valeur, qu'elle soit financière, à partir du prix que nous proposons, mais également aussi au niveau expérience client. C'est ça la marque. Et pourtant, je dois vous affirmer que Belfus, c'est quand même pas la marque la plus, en termes de nom, la plus fun qu'on ait trouvée. Hein. Moi, c'est pas moi qui l'ai trouvée. Je suis arrivé chez Belfus après que la marque soit installée, mais Belfus, le nombre d'amis qui ont commencé à se foutre de moi. Moi, je passais un groupe international à Belfus. Ils me disaient, mais tu vas travailler dans le yaourt, Bifidus. Donc, alors qu'au départ, la marque, c'était pas mal. C'était Bell pour Belgique, Fee for Finance et Us, nous. Enfin, ça fait Belfus quand même.
Aujourd'hui, personne ne sourit. Allez voir sur des films YouTube en 2011, 2012, lorsque la marque a été créée. C'est extraordinaire. Il y a des films hilarants qui ridiculisent la marque. 5 ans plus tard, la marque, elle est installée. C'est même la marque qui est considérée aujourd'hui, sur base de ranking, la plus hype en Belgique, au niveau du secteur bancaire. C'est ce qui nous permet d'attirer des talents. Et comment on l'a fait? De nouveau, en essayant que cette marque exprime la stratégie que je vous ai expliquée, exprime les valeurs de proximité, d'humain, mariage en digital et l'innovation. Et donc la marque, elle est absolument fondamentale. Alors, est-ce que pour créer une marque, il faut beaucoup d'argent? Oui, il faut des investissements. Mais sachez une chose, c'est que entre les investissements que nous faisions, que Dexia à l'époque faisait, qui était d'une quarantaine de millions, nous sommes aujourd'hui avec un budget qui a été réduit de 70%. Donc ce n'est pas... Il faut utiliser sa marque, il faut utiliser le budget, mais surtout, et ça, il faut de nouveau des talents, il faut le faire de la manière la plus efficace et la plus intelligente possible. Et donc oui, la marque est absolument cruciale. Voilà, ça c'était pour vous encourager, si vous avez encore de l'énergie, à poser d'autres questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre, mais nous savons combien c'est compliqué de poser une première question. Alors, ça c'est un micro, je vous le lance et vous parlez dedans. C'est une invention belge. Ouais. Waouh, c'est génial. Ah, on m'entend. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Rézière. C'est toujours très inspirant de recevoir des CEO d'établissements qui occupent un rôle majeur dans le paysage économique belge. Je me présente, je suis Nima Labani, je suis en Master 1 en sciences économiques ici à Solvay. Je suis le président du bureau étudiant Solvay, qui est l'organe qui est représentatif des 4346 étudiants. C'est nos chiffres les plus à jour. Donc bravo. Voilà, je voudrais vous remercier Monsieur Whitmer pour et les tribunes de l'ULB. Ça nous encourage tous et toutes à sortir un peu du cadre des cours de temps en temps, et ça, c'est pas mal. Ensuite, je voudrais profiter de ma prise de parole pour vous inviter, si jamais l'occasion se présente, de venir rencontrer directement les étudiants de Solvay. Ici, c'est une tribune de l'ULB en règle générale. J'ai rien contre les étudiants de l'ULB. J'ai moi-même été étudiant administrateur. Donc voilà, mais vu que c'est une thématique qui est propre à la fac, les étudiants de Solvay en demandent beaucoup, et je pense que ça peut être franchement génial que vous puissiez... Si vous m'invitez, je bien sûr, donc on va procéder à cela. Aussi, les slides, je ne sais pas si on aura accès aux slides. On peut vous les envoyer. Ça pourrait être sympathique, on pourrait après les échanger. Moi j'ai 3 questions. La première, je vais essayer d'être bref. La première, c'est... vous avez anticipé, vous avez parlé du cash, c'était anecdotique, mais je voulais savoir comment Belfus se positionnait à l'avenir sur le cash. Est-ce que... Voilà, vous avez très bien compris. Et alors ensuite, je voulais vous demander, dans le climat actuel assez incertain, où j'entends souvent ici à Solvay, mais partout ailleurs, qu'on est peut-être face à une nouvelle crise mondiale, etc. Comment Belfus se positionne dans ce paysage qui est plus ou moins incertain? Et ma dernière question, ça c'est très personnel, c'est parce que j'ai des origines iraniennes, je suis d'origine iranienne. En 2015, il y a eu le 14 juillet 2015, la levée des... Il y a eu un accord sur le nucléaire iranien et puis une ouverture en règle générale de l'Iran au monde en termes économiques, y compris. Je voulais savoir comment Belfus se positionnait là-dessus. Est-ce que vous avez des projets d'avenir dans le Moyen-Orient et plus précisément en Iran, qui est un pays avec 80 millions d'habitants, une population très jeune, un nouveau marché qui est fleurissant. Donc voilà, je voulais savoir un peu tout ça. Très bien. J'ai essayé de répondre de la manière la plus concise possible et la plus complète. Sur le cash. Ouais. Je crois que le cash n'a
plus lieu d'être, en fait. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'économie parallèle, pour utiliser un mot plutôt sympathique, qui est encore très présente aussi en Belgique. Je crois que toutes les banques n'ont qu'une envie, c'est de supprimer le cash. Parce que c'est extrêmement coûteux de gérer du cash. C'est extrêmement inefficace de gérer du cash. Et puis par rapport à une société, le cash permet effectivement d'éluder certaines obligations citoyennes. Alors ce qui est très intéressant, mais c'est une observation, il n'y a pas de considération politique dans ce que je vais vous dire. Quand vous partez au nord de l'Europe, il n'y a plus de cash. Vous allez au Danemark, en Suède, il n'y a quasiment plus de cash. Et plus vous allez vers le sud de l'Europe, au plus vous voyez du cash. Il y a quand même un lien par le fait que l'économie dans les pays du nord de l'Europe sont extrêmement vives. Elles le sont moins dans les pays du sud de l'Europe. Et donc le cash est appelé à disparaître. À quelle cadence? Je ne sais pas. J'espère que dans 5 ans ou dans 10 ans, nous aurons réduit la consommation de cash de plus de moitié. Deuxième question que vous posiez, c'est l'environnement économique. Vous avez sans doute raison, il y aura une crise. Une nouvelle crise un jour. À quoi elle ressemblera? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Vous savez, l'avantage d'avoir plein d'économistes, c'est qu'ils ont tous une conviction. 50% pensent qu'il y aura une crise sur la Chine. Une autre partie des économistes pensent que c'est le secteur bancaire qui va de nouveau avoir les yeux plus grands que le ventre. Il y en aura bien un qui aura raison, il sera une star. Mais globalement, les économistes se plantent toujours. Si nous avions suivi ce que les économistes disent, donc ça fait 3 ans que les économistes nous disent que les taux vont remonter. OK. Un jour, ils auront raison. Mais en tout cas, si on avait suivi ce qu'ils nous recommandaient, c'est-à-dire d'arrêter d'héger notre portefeuille, c'est toute une stratégie d'ALM, eh bien, on aurait laissé sur la table des dizaines de millions d'euros. Nous, on avait une conviction au sein de Belfix que les taux resteraient bas. Et donc, on a pris toutes les décisions en fonction de nos convictions. Ce qui était avoir des taux bas, c'est ce qui est la pire des choses pour le secteur bancaire. Et on a quand même pris cette orientation parce que je préférais me couvrir contre une politique de taux bas, quand on a envie de taux bas, que de dire, tiens, peut-être si les taux remontent, je gagnerai plus d'argent. Quelle sera la crise? Je ne la connais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on est tous conscients, au niveau des managements des banques belges, en tout cas KBC et nous, on est tous conscients qu'une prochaine crise arrivera. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu envie de vous parler de tous nos chiffres. La solvabilité d'une entreprise au niveau du monde bancaire reste absolument fondamentale. Donc on terminera l'année avec une solvabilité de notre activité bancaire au-delà des 16,7%, je crois, alors que pour la Cité, BNP, qui est plus grande que Belfius, a une solvabilité de 10,5 ou 6,6%. Alors évidemment, vous allez me dire, je suis partisan dans ce que je veux dire, mais si j'avais le choix, si j'ai le choix, moi j'ai pas le choix, mon épargne est chez Belfius, évidemment, entre avoir de l'épargne et la placer dans une entreprise qui a une solvabilité de 17% et une entreprise qui a une solvabilité de 10%, mon choix il est vite fait. Même si l'entreprise est moins fashion, même si elle est moins internationale. Et c'est ça, pour ça que moi j'ai une focalisation sur notre niveau de solvabilité. Troisièmement, l'Iran, effectivement, c'est un magnifique pays. On avait, pour vous situer combien il me tient à cœur, on avait un séminaire de dirigeants, des 120 dirigeants de Belfius cette semaine, lundi et mardi, dimanche soir, lundi et mardi à Bruges. Et c'est un Iranien qui a conclu notre séminaire, c'est Mehdi Bayat, le patron du Sporting de Charleroi. Donc ça vous montre bien. Et nous sommes avec KBC, je crois, la seule banque belge aujourd'hui, et une des seules banques belges à accompagner les entrepreneurs belges qui s'installent ou qui veulent redévelopper le business avec les Iraniens. Donc il y a 2 choses. Oui, donc on croit effectivement que l'activité dans les pays du Moyen-Orient, en particulier au niveau de l'Iran, va reprendre. Il y a énormément d'entrepreneurs flamands qui sont présents ou veulent de nouveau être actifs en Iran. C'était très compliqué.
effectivement, d'avoir des relations avec des banques iraniennes, parce que nous sommes belges, et donc il faut des banques iraniennes. Mais enfin, on y est parvenu, ça montre bien de nouveau, parce que moi je suis responsable absolument pas de cela. Ouais. J'ai encouragé cela. Ça montre bien qu'il y a énormément de talents en Belgique qui sont capables de lier ou d'avoir des relations avec quelques pays que ce soit au travers du monde. Ce n'est pas parce que vous êtes une banque essentiellement belgo-belge que vous n'êtes pas capable d'accompagner l'ensemble des entrepreneurs au niveau de l'ensemble de la planète. Il faut simplement faire des choix. J'espère avoir répondu à vos questions. C'était génial. Ouais, je balance. Alors, où ça? Quel collègue? Bon, il faut bien viser parce que... ouais. Ici, on m'entend? Ok, super. Bonsoir. Oui, ça marche. Ok, super, bonsoir. Je m'appelle Benjamin. J'ai une petite question. En tant que gérant d'une grande banque belge, vous parlez justement du digital, justement toute la disruptivité qui peut arriver fintech, insurtech. On parle beaucoup du blockchain, des crypto-monnaies. On a vu que certaines banques américaines ont décidé de faire leur propre crypto-monnaie, en tout cas de pencher sur le sujet, comme UBS par exemple. On voit que AXA France, je pense, fait déjà certains contrats d'assurance qu'ils appellent les smart contracts, qui sont réglés directement via la blockchain. Je voulais savoir, vous, quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que, allez, vous devez certainement plancher dessus dans le Data Lab ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez comme une menace? Est-ce que vous voyez comme quelque chose que vous allez embrasser? Ou est-ce que ça va peut-être changer aussi la façon dont Belfius va avoir une relation avec ses clients? Voilà. Non, je crois que dans toute crise, il y a des opportunités. Et quand vous voyez il y a d'autres exemples, ce qu'on est devenu, jamais Belfius n'aurait été un groupe aussi, je trouve, puissant en termes de stratégie et de valeur si Belfius n'avait pas connu une période de crise majeure. Et quand je vois toute la transformation digitale, mais surtout lorsqu'on analyse la manière à laquelle nous gérons, nous, au niveau d'une banque, les relations entre clients, je me dis qu'il y a énormément de choses à faire. Moi, je ne peux pas accepter, ça me rend fou, hein, vous ne pouvez pas savoir. Je fais un versement le dimanche matin et mon fils doit recevoir l'argent le dimanche soir. Non, il le recevra un mardi. C'est juste impensable aujourd'hui. C'est impensable, c'est inacceptable. Et donc, oui, le blockchain va changer. Évidemment, on va changer notre vie. Et évidemment, on investit. Mais nos systèmes sont tellement complexes aujourd'hui à détricoter que ça prend du temps. Mais il est évident qu'en 2018, déjà, il y a des systèmes qu'on a créés avec ING, KBC et BNP, ça s'appelle Payconic, où vous ne passez plus par l'ensemble du système complexe. Parce que vous payez au travers de l'application Payconic, que ce soit n'importe quelle banque, eh bien l'argent arrive immédiatement sur votre compte. Maintenant, on a un effort de marketing à faire, mais nous sommes contraints également par d'autres entreprises pour ne pas investir de manière massive. Donc, ce sera un équilibre, mais le blockchain va de nouveau révolutionner notre monde. Et il va d'autant plus le révolutionner que, et vous le verrez dans le courant du mois d'avril de l'année prochaine, moi je suis un grand partisan de la valeur, d'utiliser mieux la valeur de notre clientèle. On a aujourd'hui plus d'1 million de clients qui, tous les jours, viennent consulter leur compte. Je trouve ça incroyable. On a 1 million de clients dits actifs sur le mobile. Alors, ce qui est intéressant pour nous, banquiers, c'est que tous les jours, ils viennent consulter leur compte. Donc, en moyenne, 27 fois par mois. Alors, c'est heureux. Je suis certain que qui a consulté pendant mon exposé son compte bancaire? Eh bien, 1. Voilà. Et donc, on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas 100 € qui tombent sur mon compte ouais. Alors, si Facebook dit cela, Facebook valorise cela. Et nous, qui avons une relation extrêmement particulière, nous ne valorisons pas ça encore. Et il nous a fallu quasiment 1 an au sein de Belfius pour dire, voilà, on va lancer un écosystème. Pour ça qu'on est sponsor du hockey. À partir de janvier de cette année, les clients Belfius pourront acheter, parce que nous sommes sponsors, à partir de l'application Belfius, les meilleures places au niveau des matchs de hockey. Il y a une grande compétition en janvier à Anvers. Et donc, il ne faudra plus aller sur le site du hockey. Il suffira d'aller sur notre app et vous aurez accès
aux meilleures places, une réduction de prix à ces places. Vous pourrez acheter un maillot, vous pourrez acheter un stick. Alors si on le fait avec le hockey, en fonction de la cible de nos clients, on sera totalement capable de proposer des services supplémentaires, essentiellement pour faciliter la vie des clients. Parce qu'on connaît la vie des clients. Ce à quoi on s'est engagé, c'est de ne jamais, d'ailleurs c'est même dans notre règlement général, c'est de ne jamais vendre nos informations, nos data. Par contre, l'utiliser, on a plein de clients, énormément de clients qui sont plutôt au niveau du private banking et du wealth management, passionnés par l'art. Mais c'est tellement compliqué de pouvoir être mis au courant de l'ensemble des manifestations, mais surtout des dates, la manière de s'y rendre, etc. Et donc, je crois qu'on va développer, enfin non, on ne va pas, je ne crois pas, on va développer un système, un écosystème qui va nous permettre de rendre la vie de nos clients plus simple. Et ça, c'est grâce aux techniques, aux nouvelles techniques IT. Pour plugger notre système sur un autre système IT, ce sont les API que vous connaissez à mon avis, qui nous permettent d'y aller extrêmement rapidement. Et donc, ça, c'est vraiment une vision stratégique dont j'ai la quasiment certitude qu'elle va révolutionner notre monde bancaire. Et je préfère que Belfius soit en avance qu'en retard. Je préfère faire des erreurs. Enfin, ce sont les équipes qui font les erreurs. Mais accepter que les équipes fassent des erreurs plutôt que d'être en retard et d'avoir peur de tout. J'ai une petite question. Voilà, une question, quoi, pas une petite. Mais elle nécessite peut-être pas tellement de temps. Elle peut être brève. Moi, je m'appelle César. Je termine mon cursus en bio-ingénieur ici. Je voulais vous féliciter pour votre titre de manager de l'année. J'ai pas bien saisi la subtilité entre manager et entrepreneur, justement. C'est pour ça que... Mais voilà, c'est magnifique, vous allez de l'avant, on voit la technologie et tout ça. Mais je me demande, moi j'ai aussi un peu une conviction, c'est qu'on ne peut pas faire abstraction de certaines choses, certaines réalités qui nous poursuivent. Et je me demandais si Belfius en tenait compte, vous vous en doutez, je parle de l'environnement et des énergies fossiles. Vous savez peut-être qu'à l'ULB, il y a une certaine mouvance qui voudrait que l'ULB fasse attention à ces placements. Enfin, vous voyez où je veux en venir, pour savoir si Belfius fait quelque chose à ce niveau-là. Donc, entrepreneur et manager. Moi, je ne suis pas un entrepreneur, parce que si j'avais été entrepreneur, j'aurais développé ma boîte, et je n'avais pas, lorsque j'étais jeune ou moins jeune, ce goût du risque, et surtout le fait d'oser et quelque part croire en moi, en fait. Et comme j'ai toujours été placé dans un environnement de grande entreprise dans laquelle je me débrouillais pas trop mal, eh bien, ça fait que je ne me considère pas comme un entrepreneur. Au sein de la corporation des CEO de grandes entreprises, je crois que je suis un bon entrepreneur. Parce que je parviens à, je crois en tout cas, et en toute modestie, à créer un environnement où ceux qui ont vraiment ça en eux sont capables de développer leur esprit d'entreprise. Mais un entrepreneur, c'est Eric Dombe qui a développé Peridaisa, qui l'a porté très haut. C'est le patron d'Icewatch qui, de rien, a développé une marque mondiale. Le mec, il est parti de rien, de 30 000 euros. C'est Mark Cook, qui est un entrepreneur flamand que vous connaissez peut-être, qui a développé un business model avec les pharmacies absolument extraordinaire. Ça, ce sont des entrepreneurs, ils partent de rien. Et moi, je ne suis pas un entrepreneur, mais je crois un bon manager. En tout cas, c'est comme ça que le jury des managers de l'année m'a choisi. Sur l'énergie fossile et l'environnement, je crois que c'est une préoccupation majeure, mais pas essentiellement Belfius. En tout cas, c'est au cœur de notre stratégie. Ne croyez pas que je vous dis ça parce que vous avez posé cette question. Vous allez aller sur notre site, vous mettez Smart Belgium, et vous verrez combien on est sérieux avec cette problématique d'environnement. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les villes doivent avoir une réflexion rapide et stratégique pour rendre la ville smart, en termes de mobilité, en termes d'énergie, en termes de confort, en termes de digital, enfin de 3G ou de 4G. C'est une chose absolument fondamentale.
Et nous avons développé tout un projet au sein de Belfus. D'ailleurs, si vous regardez l'écho d'hier, vous verrez qu'on a développé une entreprise même, qui s'appelle Smart Belgium Consultancy, avec un grand partenaire de consultance, essentiellement pour aider les décideurs politiques à réfléchir, au-delà de aujourd'hui et demain, à comment transformer nos villes en des villes smart. Quand vous allez de nouveau un peu plus vers le nord de l'Europe, vous voyez que tout est possible. Ce qu'il manque de nouveau à la Belgique, c'est une ambition. Une ambition pour la ville de Bruxelles, une ambition pour la ville d'Anvers, une ambition pour la ville de Namur, etc. Et les décideurs politiques sont tellement mis sous pression au quotidien, par la presse, par les concitoyens, par les problèmes qu'ils doivent résoudre, qu'ils n'ont plus la capacité, et c'est très dur d'être politicien, vraiment, je crois, qu'ils n'ont plus la possibilité d'avoir une vision à moyen et long terme. C'est ça qu'on souhaite faire. Et on investit énormément. La seule chose qu'on a constatée depuis 4 ans, c'est que chaque responsable politique, au niveau local, lançait une petite initiative, mais n'avait pas une vision globale de ce qu'il devait faire à horizon de 3, 5 et 10 ans. C'est ça qu'on lui apporte aujourd'hui. Et évidemment, on lui apporte le financement, parce que vous pouvez avoir de magnifiques idées, si elles ne sont pas financées, ces idées ne vivront pas. Et donc, on est extrêmement actif dans cette notion d'environnement qu'on a appelée Smart Belgium. Alors, tout est smart aujourd'hui, il fallait bien surfer sur cette vague, mais c'est surtout le contenu. Et je vous encourage vraiment à aller voir tout notre programme Smart Belgium. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Bonjour, merci de prendre la question. Je ne faisais pas que consulter tantôt, je travaillais. Je vous en prie, c'était plutôt une boutade. Statistique. J'ai 2 questions pour vous, monsieur. Merci de la présentation. L'une plutôt d'ordre managérial, et je rebondis sur ce qu'Olivier Wittmer a dit tout au début. J'ai fait un MBA aux États-Unis au début des années 80 et j'ai eu un cours de Small Business Management avec un vieil entrepreneur de 70 ans qui avait lancé 20 ventures sur New York et qui disait, en gros, les entrepreneurs, ils ont une très mauvaise perception du risque. Je voudrais, ça rejoint un peu certaines choses que vous avez peut-être dit. Je voudrais votre avis là-dessus. La deuxième est une question plus économique, qui est propre, je crois, beaucoup plus, comme vous l'avez dit tantôt, au niveau bancaire. Les banques en 2008-2009 étaient tellement dans les problèmes de trésorerie qu'il a fallu noyer pour qu'elles aient les possibilités de répondre de continuer à fonctionner. Cette noyade, cette énorme mise à disposition de finances par la Banque Centrale Européenne et d'autres, mais on est en Europe, a continué pendant des années, est en train tout doucement, pas de se terminer encore, mais c'est une sorte d'easing, on va dire comme ça. Est-ce que vous pensez, on ne peut pas prévoir de crise, mais c'est votre avis sur comment sortir de cette espèce d'inondation qui doit se résorber pour revenir à un mode de fonctionnement économique un peu plus normal, sans à-coups? Ça me paraît difficile. Voilà. La première question sur le risque, c'est pour ça que dans une présentation un peu plus large que celle-ci, je présente le Belfus comme étant une société de banque et d'assurance, mais qui est cadrée par 2 piliers, qui est le risk management et la direction financière broker, parce que nous sommes dans un métier de risque. C'est comme ça. Et ce que je disais dans une partie de mon exposé, lorsqu'on fait confiance à un entrepreneur, on analyse plutôt la personnalité de l'entrepreneur que son business case, en fait. Et on essaie... Alors évidemment, s'il n'y a pas de business case, il n'y a pas de crédit. S'il y a un business case, il y a toute la compréhension de l'entrepreneur. Est-ce qu'il est capable de porter son projet? Il n'y a pas uniquement l'enthousiasme, mais également l'équilibre émotionnel. Est-ce qu'un entrepreneur est capable de développer son idée? Pour autant, moi je pars du principe que je préfère perdre quelques millions d'euros en me trompant de projet que de perdre de l'argent en n'ayant pas bien compris les marchés financiers. Et donc c'est pour ça qu'on a effectivement, au sein de la gestion de notre bottom line, on prévoit chaque année, au-delà du coût du risque statistique, une poche de perte. Alors depuis 4 ans, on ne l'a jamais utilisé parce qu'on croit qu'on se trompera dans la confiance qu'on donne aux entrepreneurs.
Mais le risque, moi je suis actuaire de formation, il est, lorsque j'ai été nommé manager de l'année, et mon épouse qui me fait la gentillesse de présenter aujourd'hui, vous le conviendrez, la nuit, je me suis dit, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et toutes les nuits, ça me guide, ou quasiment toutes les nuits, je me dis, qu'est-ce qui peut nous arriver? Votre question sur les taux, si j'avais une réponse certaine, je ne serais pas là, à mon avis. Je serais peut-être un des successeurs potentiels de Mario Draghi. Pour autant, je crois que, en tout cas, on a tous vécu des moments dramatiques. Enfin, en tout cas, moi, le premier moment dramatique que j'ai vraiment vécu, c'était 2001-2003. On a vécu 2007-2008. On a vécu 2011. On sait que l'impossible est devenu possible. Et donc, en tout cas, des contacts que j'ai à la Banque Centrale Européenne, c'est que l'ensemble des dirigeants sont bien conscients de ça. Premier élément. 2, il y aura une remontée lente des taux d'intérêt, sans à-coups, exactement ce que les États-Unis sont en train de bien réussir. Ce que je crains plutôt, c'est, parce que c'est compliqué déjà de gérer l'Europe, qu'est-ce que c'est compliqué de gérer la Chine? Ce que je crains plutôt, c'est que la prochaine crise vienne du secteur bancaire de Chine. Comme je l'ai dit, j'ai passé une semaine en Chine, j'ai vu des bâtiments absolument incroyables partout, mais dont 30% ne sont pas habités. Je me dis, mais qui paye tout ça? Exactement ce qui s'est passé en Espagne il y a 10 ans ou 12 ans. Et donc je crois que l'équipe dirigeante de la Banque Centrale Européenne me paraît être extrêmement professionnelle, totalement indépendante des pressions politiques qu'elle reçoit, parce que l'Allemagne aurait déjà demandé depuis très longtemps une remontée forte des taux d'intérêt. Il est vraiment extrêmement indépendant, et je crois qu'il va mener sa barre. L'année prochaine, il y aura des augmentations de taux. Pour autant, dans notre business plan, au cours des 2 prochaines années, on a maintenu un taux d'intérêt extrêmement faible, parce qu'on croit que ça va se faire de manière très, très lente. Mais je ne vais pas aller plus, parce que je ne fais pas un oracle, malheureusement pour moi d'ailleurs. Pardon. Bonsoir. Bonsoir. Steve, j'étais étudiant dans cette école il y a quelques années. J'avais une petite question sur un point que vous avez mentionné, donc le pilier stratégique, la satisfaction client. Durant votre exposé, vous avez beaucoup parlé de tout ce qui était digitalisation et tous les investissements que vous avez faits, qui ont beaucoup de succès auprès des millennials et des familles. Par contre, j'avais une question sur le segment qui ne sera jamais réellement dans tout ce qui est digital, à savoir les seniors. Est-ce que vous avez aussi une stratégie spécifique pour les seniors, et comment est-ce que vous gérez la dualité qui existe entre les gens qui ont accès au digital et qui profitent de toutes vos innovations et ceux qui n'ont pas accès et qui resteront dans la fracture digitale? Très bonne question. Tout dépend de ce que vous appelez senior. Dans ma terminologie marketing, un senior, c'est au-delà des 50. Donc je suis un senior. Je suppose que vous visez plutôt les plus de 65 ans, 70 ans. Ceux qui n'ont pas de smartphone et qui n'en auront jamais. Mais vous savez, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que au début du digital, on avait effectivement que vous accélériez le mouvement. Par contre, croire que les seniors ne sont pas aujourd'hui extrêmement proches du digital, c'est une erreur. Dans chacune des agences aujourd'hui, les seniors peuvent recevoir une formation au smartphone ou à l'iPad. Pour autant, il y aura toujours une partie de cette population qui sera désemparée, soit intellectuellement et soit physiquement. Et c'est vrai que je crois toujours qu'il est le rôle des banques, et ce sera régulé à un moment donné, ce n'est plus le cas, que certaines agences soient toujours présentes à des moments particuliers de la journée. Est-ce que ce sera, comme aujourd'hui, de 8h30 à 16h30? Je ne crois pas. Je crois qu'on réservera une partie du temps de la journée à ce type de service, parce qu'il y a une efficacité qu'on ne retrouve pas. Mais je crois qu'on aura, en tout cas, je ne tiens pas à ce qu'une entreprise comme Belfius se coupe de ce type de personnalité. Je crois que ce qu'on va faire, et vous le verrez dans les prochains mois, on va développer toute une approche aging, donc qu'on a appelé pour effectivement anticiper cette transformation de notre société où on va vivre de plus en plus longtemps. Et je crois qu'on doit l'anticiper à partir des 50 ans, de manière à accompagner l'ensemble de nos clients de
de 50 ans tout au long de leurs 50 prochaines années. Et là, on trouvera des solutions par rapport aux populations un peu moins friandes du digital. Ok, merci. Merci. Bonjour, Sébastien, je suis aussi un ancien étudiant de Solvay. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas tellement impressionné par ce que vous avez vu aux États-Unis en termes de banque, etc. Je me demandais quelles sont à ce moment les innovations, les fintech qui vous inspirent sur le marché en dehors de Belfus. Quelles sont les innovations les plus intéressantes que vous avez vues? Écoutez, je vous ai parlé d'Alibaba et Alipay, c'est juste incroyable. C'est ce qui m'a le plus troublé aujourd'hui. Ils ont créé un écosystème qui rend cette société incontournable, mais surtout, ils ont développé un modèle qui est extrêmement friendly pour le consommateur. Ils ont facilité la vie des Chinois de manière mais incroyable. Essentiellement en se mettant dans la peau des Chinois et en se disant mais comment le Chinois vit et comment est-ce que je pourrais l'aider à mieux vivre. Et donc grâce à leur écosystème, évidemment Alibaba est partout dans la vie des gens parce qu'à partir de leur système digital, ils ont intégré un système de paiement Alipay et Alibaba a des accords avec l'ensemble des marques. Vous pouvez vous réserver un massage, etc. Mais tout est concentré sur l'application Alibaba Alipay. Ce sont les plus impressionnants que j'ai rencontrés. Mais de loin. Et les innovations les plus fortes, je ne dis pas que les Américains, Facebook, Apple, Google, et qui suis-je pour pouvoir critiquer des entreprises qui ont développé une valeur boursière absolument extraordinaire. Par contre, les innovations les plus marquantes que j'ai vues, c'est en Chine que je les ai vues. On dit toujours les Américains innovent, les Chinois imitent ou copient et les Européens régulent. Quand je suis revenu de Chine, je me suis dit, c'est pas vrai. Ils innovent de manière remarquable. Est-ce que je suis revenu impressionné des États-Unis? Oui, ça ferait fashion de dire, oui, la Silicon Valley. Non. Par contre, d'un point de vue marketing, mais qu'est-ce qu'ils sont forts? Ils vont bientôt nous faire croire qu'en Belgique, plus personne ne sera fan de véhicules, de voitures. Moi, je suis revenu de la Silicon Valley, et puis j'en reste là, parce que je viens en disant il y aura des voitures électriques partout. Et puis un de nos bons amis est patron est le plus grand dealer de voitures en Belgique. Et il me dit mais j'ai jamais vendu autant de voitures depuis 2 ans. Lui est allé aux États-Unis. Et je crois qu'il va revenir avec le sentiment en disant ok, j'ai vraiment un très grand avenir. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais les États-Unis ne m'ont pas du tout impressionné. C'est too much. Et en termes d'innovation, les Chinois sont juste incroyables. Et au-delà des Indiens, les Indiens qui ont... Et ça me trouble toujours. J'ai eu la chance de participer à la visite royale 2 jours, 3 jours. Il y a 2 millions d'ingénieurs qui sortent chaque année. Et vous parliez de l'environnement. C'était impossible de respirer à New Delhi. Et il y a tellement d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils foutent? Et tu ne comprends pas, en fait. La mobilité, c'était à n'importe quel jour du jour ou de la nuit, il y a un trafic innommable. Et une pollution, mais incroyable. Alors qu'il sort 2 millions d'ingénieurs chaque année. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Par contre, la Chine... j'ai eu la chance d'aller voir comment les nouvelles villes chinoises étaient construites. Tout est pensé pour faire de ces villes les villes les plus pauvres. Ils ont compris à partir d'une autre ville importante. Et maintenant, toutes les nouvelles villes qui sont construites sont pensées de manière smart. Et pour continuer, pour terminer, la manière à laquelle ils gèrent le privacy est aussi extrêmement intéressante. Ici, en Europe, on estime que la privacy est absolument fondamentale. Tout le monde raconte sa vie sur Facebook, mais le législateur dit « Ok, la privacy est fondamentale ». Le gouvernement chinois a dit « Ok, dès l'instant où le client accepte et fait une balance entre son intérêt et la protection de certaines de ces données qu'il estime pouvoir partager, s'il en reçoit quelque chose, me paraît beaucoup plus intelligent ». Et donc, effectivement, c'est la Chine qui m'a le plus marqué en termes d'innovation. Une dernière question, peut-être, et puis...
Merci. Vous parlez justement beaucoup d'écosystèmes, en parlant par exemple d'Alibaba, en disant justement que c'est dans le digital, avoir tout cet écosystème permet peut-être de faire des bénéfices, ou en tout cas de créer... plantureux, oui. Voilà, plantureux, on ne va pas se cacher. Vous parlez de créer un écosystème vous-même. On parlait justement des GAFA, donc Google, Amazon, Facebook. AXA, justement, avait décidé de mettre pas mal de partenariats il y a 1 ou 2 ans avec eux. Je pense que le CEO a décidé de se rétracter en se disant qu'aujourd'hui, ils allaient justement peut-être changer, décider de ne pas rentrer sur les marchés où ils vont. Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop forts? Ça, c'est un autre débat. Vous, comment est-ce que vous voyez ça, justement, par rapport à ces écosystèmes? Je crois qu'un groupe international, et j'y ai passé de nombreuses années de ma vie au sein d'AXA, avec d'ailleurs des présents ici. Quand vous avez un groupe international, dans un monde aussi diversifié que la banque et l'assurance, c'est le pays qui dirige. Et donc la notion de groupe international n'a aucune valeur. Et pourtant, j'y ai travaillé 6 ans de ma vie au groupe AXA. Et je me suis rendu compte que finalement, un groupe n'a aucune puissance dès l'instant où il ne peut pas distribuer le même produit partout. Et une banque ou une compagnie d'assurance, aujourd'hui, et ça ne va pas changer, est incapable d'avoir un blockbuster au travers le monde. Et donc la valeur économique d'être un groupe mondial, alors que moi j'y croyais à fond, il y a 15 ans, j'en suis totalement revenu. Dans d'autres mondes, la banque et l'assurance. Parce que c'est les législations nationales qui... Et un groupe comme AXA ou Allianz peut avoir un accord avec BlaBlaCar ou Google. Après, les pays doivent l'intégrer. Et là, vous retombez sur la notion de talent. Et je crois qu'un groupe international, dès l'instant où il centralise toute sa stratégie, n'est plus capable de recruter les talents ou les meilleurs talents au niveau des pays dans lesquels il se trouve. Par rapport à Google et par rapport à Facebook, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas. Et pourtant, Thierry Guerre, qui est le patron de Google, est un ami. Et lui ne sait pas non plus. Et la différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils osent. Et nous, on n'ose pas. Et ça, je ne veux plus. Je peux me faire lyncher parce que j'aurais permis une initiative prise et me tromper que de ne pas le faire. Je ne parviens toujours pas à comprendre pourquoi ce que nous, collectivement, nous acceptons de Facebook, on pourrait le refuser à une banque. Moi, je rêve toujours que dans 5 ans ou 10 ans, Belfius sera une plateforme de convenience pour nos clients. Alors, je ne serai sans doute plus là pour voir si l'idée que j'en ai sera vraie, mais il n'y a aucune raison que Facebook puisse le faire et nous pas. Il n'y a aucune raison. Parce qu'il y a des brillants ingénieurs, parce qu'on veut le faire et parce que nos clients nous font confiance. On a 99,7% des clients qui trouvent notre application très satisfaisante. Ce n'est pas moi, c'est fait par l'extérieur. Et donc, ces clients qui trouvent qu'ils sont très heureux d'être chez nous, pourquoi est-ce qu'ils vont nous refuser si on leur facilite la vie dans leur vie quotidienne? Et ça, c'est vraiment ma préoccupation. Et si je ne le fais pas, ou du moins si je ne le tente pas avec les équipes Belfius, ça va me frustrer, j'ai pas envie. Et puis peut-être que Google va le faire. Et je vais me dire, mais merde, pourquoi on n'a pas essayé? Et ça, je ne veux pas être dans cette situation-là. Et je vous encourage, en tout cas, si vous avez envie, à venir participer à cette aventure d'écosystème, d'API, de blockchain chez Belfius. Le studio dont je vous ai parlé ne fait que ça, en fait. Et quand je vois ce qui... Moi je fais rien, finalement. J'essaie essentiellement d'inspirer, de donner de la liberté. Quand je vois ce qu'on est en train de développer pour le hockey, on a signé ça en fin août. En janvier, l'ensemble de l'activité du hockey sera intégré sur notre smartphone. Alors, pour une banque comme Belfius, développer ce type de concept en 4 mois de temps, s'il n'y avait pas ces nouvelles technologies digitales, c'était impossible. Ça veut dire qu'une boîte comme la nôtre a réussi à captiver des ingénieurs, parce que tout est une question d'ingénieur, à un moment donné de process et d'IT, pour pouvoir mettre ça en place. Et ce sera très intéressant de voir si les fans de hockey vont nous faire confiance ou pas. Mais je crois qu'ils vont nous faire confiance, j'ai la certitude. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour vos questions, vraiment.
Tribune. 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 Tribune de l'ULB. Un point de vue. Un débat.